Oui, bonjour. Bonjour tout le monde. Je commence par remercier Dr Jean-Claude Magny, coordonnateur du réseau CESPA, ainsi que les membres de cet organisme pour leur appui et leur engagement dans le réseau de la santé. Tout d'abord, je vais commencer par me présenter et dire pourquoi j'ai eu l'idée d'écrire ce livre. Je suis une Capoise et j'habite à l'extérieur du pays depuis plus de 40 ans. Et depuis quelques années, je fais des voyages annuels de ressourcement dans le territoire. Et lors de mon séjour, j'ai toujours une crainte par rapport à mon état de santé au cas où, durant mon séjour, j'aurais un problème. Alors, dans ce contexte-là, je me suis dit, bon, il y a lieu d'apporter ma contribution pour une amélioration. C'est dans ce contexte que j'ai écrit le livre pour stimuler les compatriotes, pour donner un coup de main à ce niveau-là. Alors, c'est plus précisément, c'est en lisant le document présenté pour le 350e anniversaire de la ville du Cap que j'ai senti vraiment l'urgence d'écrire ce livre. Il y a un programme, des projets qui ont été écrits qu'on appelle le programme 2020. Ça veut dire 20 projets pour l'année 2020, qui était le 350e anniversaire. Alors, en regardant ce programme-là, j'ai été déçue de voir que la santé n'était pas sur la liste. Alors, j'ai dit, il y a quelque chose qui ne marche pas. Comment penser faire un développement économique sans l'intégration du système de santé? C'est ainsi que j'ai j'ai été chercher toutes les informations sur le système de santé, tout ce qui en est dans la région. Donc, la région visée, c'est vraiment la région nord. Je ne parle pas de tout Haïti au complet, je parle que de la région nord. Le public cible, ce sont les nordistes, les amis des gens du nord, les amis des Akés, des Kinam, comme on appelle les nordistes, qu'ils soient de l'intérieur ou de l'extérieur d'Haïti. Le langage utilisé dans le livre, c'est un langage simple, à la portée de Madame Tout-le-Monde. Il n'y a rien de scientifique là-dedans. Et l'objectif visé, comme je dis, c'est de sensibiliser la population de l'état de la situation et amener une prise de conscience de la responsabilité de chacun. Le nord, la carte ici montre bien le nord d'Haïti. Quand je parle du nord d'Haïti, théoriquement, quand on parle de la région nord, on parle du nord-ouest, le nord et le nord-est. Mais dans le livre, je vais parler que du nord et du nord-est. Tout simplement parce que dans ces deux régions-là, il y a une sorte d'interdépendance. Parce qu'il ne faut pas oublier que le Nord-Est a toujours fait partie du département du Nord. C'est seulement en 1971 que le Nord-Est a eu son indépendance comme département.
Euh, dans le livre, il y a trois items que je développe dans le livre, dans la structure même de l'écriture. Il y a le portrait social que je fais d'abord. Après, j'ai le portrait de la santé qui prend la plus grande partie du livre, bien entendu, pour finir par le portrait économique. Parce que, en principe, la santé devrait faire partie du développement économique d'un pays. Dans le portrait social, on va retrouver trois items pour démontrer la contribution positivement ou négativement des habitants de la région dans le développement du territoire qu'ils habitent. Et c'est une théorie qu'on retrouve un peu partout. Ce n'est pas le fonctionnement du milieu ne vient pas d'en haut, ne vient pas de l'extérieur. Tout ce qui se passe à l'intérieur d'un territoire, c'est quand même le résultat du comportement des habitants du territoire. C'est dans ce contexte-là que j'ai développé, que j'ai fait le portrait social de la région du Nord. Alors, en premier lieu, je vais parler de la diaspora. Pour rendre la lecture fluide, alors la façon dont j'ai amené le sujet, ça se passe dans la cuisine d'une dame qui s'appelle Georgette, en Floride. Ce sont des retraités de la diaspora haïtienne. Et de là, ces diasporas-là parlent en disant, écoutez, regardez, nous passons 4 à 5 mois chaque année en Floride. Il y en a d'autres membres de la diaspora qui passent leur temps aussi au Mexique, en Guadeloupe, etc. Pourquoi pas en Haïti? Qu'est-ce qui se fait qu'on ne l'a pas? Parce que ce qu'on recherche, en fait, c'est le soleil et c'est un produit qu'on retrouve quand même à profusion en Haïti. Pourquoi qu'on n'y va pas? Alors, les problèmes de santé arrivent toujours. Et dans ce dialogue-là, on regarde toute la valeur monétaire d'une personne comme diaspora. On regarde c'est qui sont ces diasporas-là, toute la définition de diaspora, et j'explique tout ça. Où ils se trouvent, c'est quoi leur engagement, etc. Dans le deuxième chapitre de la partie sociale, je fais aussi ressortir toute la responsabilité civique d'une population. Donc, là-dedans, je parle de la corruption. Il n'y a rien de politique dans ce livre-là, pas du tout. Quand je parle de corruption, c'est des petits gestes dans le quotidien que je parle, par exemple, dans un commerce ou dans un service, etc., mais pas en termes de la grosse corruption dans l'État et autres, pas du tout. Je démontre là-dedans que quand on est une population responsable, qu'on paie régulièrement ses taxes, ses impôts, qu'il y a une relation de confiance établie entre les autorités du milieu, donc on ne voit pas ça comme de l'argent gaspillé, au contraire, on le voit comme qu'on paie des services pour la population, pour notre bien-être. Alors, c'est ce que j'explique là-dedans. Je développe aussi l'implication sociale. Je fais une comparaison entre le concept de bénévolat et Combit. En Haïti, on trouve davantage le Combit. Le Combit, c'est vraiment une implication de la société. Et quand quelqu'un a un problème, donc on se met tous ensemble et puis on résout le problème. Dans le Combit, le focus est mis sur la personne et dans le Combit, on a un début et on a une fin. Alors que dans le bénévolat, le focus est mis sur le problème. Il n'y a pas de début et de fin, c'est le problème qui est là. Et tant que le problème existe, le bénévolat est là, il y a une prise en charge des personnes volontairement par rapport à la problématique. Et c'est ce qui fait dans les pays sous-développés, les pays en développement, le bénévolat est très prisé et même recommandé. On en parle même au niveau dans l'instruction dans les écoles pour
à stimuler la population à s'impliquer bénévolement autour d'un problème X, parce que le gouvernement ne peut pas résoudre tout. Donc, c'est dans ce sens-là que je parle et du bénévolat, et de combine, et de l'entraide, qui ce sont des gestes quand même assez positifs, mais qui n'ont pas le même impact comme tel. Et la troisième partie la troisième partie au niveau du social, dans le portrait social, c'est la responsabilité sociale d'entreprise. C'est un concept qui n'existe pas vraiment dans le milieu. J'ai fait le tour, j'ai fini par trouver juste une compagnie qui applique plus ou moins, pas tout à fait, là, mais qui applique quand même ce concept-là, qui essaie en tout cas. Alors, je présente l'implication de trois compagnies, d'exemple, pour faire la différence entre quand on donne un don, quand c'est de la philanthropie, quand c'est de l'aide sociale, ou davantage en termes de responsabilité sociale. Dans la responsabilité sociale, le public, les Capois, les gens du Nord, ne comprennent pas tout à fait ce concept. Au début, suivant de ce que j'ai reçu comme information dans mon entrevue avec le directeur de la compagnie, les gens pensent que c'est parce que la personne veut être candidat, soit à la présidence, candidat comme député ou candidat comme sénateur, ils vont chercher quelque chose. L'aspect de toute la gratuité n'est pas à intégrer. On pense toujours qu'il y a quelque chose en arrière d'un acte philanthropique qu'on pose. Alors, c'était ça vraiment le gros problème pour la compagnie d'aller chercher la population et d'apporter une contribution pour un développement dans un domaine bien précis. Et ce qu'il m'expliquait, ce directeur, c'est que il fallait donner d'abord la formation, après que les gens puissent accepter le concept avant même de l'intégration. Et ça lui a pris 5 ans avant d'avoir vraiment une relation de partenariat entre la compagnie et les personnes qui en bénéficient. Alors, c'est ça pour l'aspect social. Pour le portrait santé, bon, c'est la deuxième partie du livre. Ce qui m'a vraiment étonné en faisant ma recherche, dans toute la revue de la littérature, c'est qu'en Haïti, la santé est considérée comme des dépenses. Pour le gouvernement, ce sont des dépenses. Alors que partout ailleurs, dans les pays développés, les pays en voie de développement et autres, partout ailleurs, la santé est un élément incontournable dans tout développement économique. C'est un investissement. Alors, c'est cette philosophie-là qui fait toute la différence quand on voit la santé comme une dépense ou quand on voit la santé comme un élément de développement. Donc, l'approche est complètement différente. Alors, j'ai été chercher l'aspect légal. J'ai présenté l'aspect légal pour comprendre comment fonctionne la santé, c'est quoi l'implication du gouvernement, etc. Donc, dès le départ, j'ai constaté qu'il y a une différence entre la théorie et la pratique. Dans la Constitution d'Haïti de 1987, il y a l'article 19 qui garantit le droit à la vie et à la santé. Il y a l'article 23 qui oblige l'État de créer des milieux de santé pour le maintien et le rétablissement de la santé de la population. Et c'est très bien écrit que tout ça, c'est gratuit. Alors que dans la réalité, il n'y a rien de gratuit. Même si c'est un hôpital public, on doit tout apporter. On apporte le fil, on apporte l'aiguille, on apporte les médicaments, on apporte son pyjama, on apporte le drap. Écoutez, et on achète tout, 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 tout. On est obligé de tout apporter. Donc, en fait, il y a une illégalité dans ça. Il n'y a pas de tollé.
on va voir qu'il y a des grosses manifestations parce que le président ne respecte pas tel article de loi, parce qu'il devait partir là en 2021 alors qu'il veut rester en 2022. Donc, les gens, ils connaissent l'article de loi, mais les gens meurent régulièrement où il y a des problèmes de santé, il n'y a pas de tollé, on ne voit pas de riposte. J'ai fait le tour de quelques lois pour regarder, pour voir, est-ce que c'est juste en santé que les gens ne respectent pas les lois? J'ai regardé le code du travail. Donc, j'ai regardé 3 niveaux où il y a un lien directement ou indirectement avec la santé. Alors, dans le code du travail, dans le décret du 24 février 1984, dont certaines dispositions se rapportent à l'hygiène et à la sécurité du travail, l'article 457 stipule: tous les travailleurs s'occupant de la manipulation, de la fabrication ou de la vente au détail de produits alimentaires destinés à la consommation publique doivent se munir chaque mois de certificat médical établissant qu'ils ne souffrent pas de maladies infectieuses ou contagieuses ou de nature à les rendre inaptes à l'accomplissement de leurs tâches. Aucun frais ne seront perçus par le médecin employé par l'État chargé de délivrer ce certificat. Écoutez, avec tout le monde qu'on voit qui vendent de la nourriture dans les trottoirs, avec tout ce qui se passe, on n'aura pas assez de médecins pour faire ça. Et encore moins, l'État n'aura pas assez d'argent pour payer les médecins. Donc, c'est une loi qui est complètement hors norme. On ne peut pas l'appliquer. Si on prend le règlement sanitaire, l'article 1 du paragraphe 16 dit: tous les marchés publics doivent être pourvus d'une quantité suffisante de boîtes aux ordures de modèle approuvé par l'officier sanitaire. Les boîtes aux ordures seront toujours tenues fermées, sauf au moment où on y dépose des ordures. Et quiconque aura violé cette prescription sera puni comme il est prévu plus loin. Durant mon séjour en Haïti, cet article est presque, avec ce que je vois là, cet article est presque une insulte à l'intelligence des habitants du milieu. Et le dernier qui est l'hygiène du milieu et de l'environnement. Dans ce secteur-là, il y a 16 articles qui encadrent les animaux épaves. Ceci dit, dans les villes, dans les faubourgs, les animaux épaves doivent être conduits par les capteurs dans les 24 heures de la capture devant les magistrats communaux. Dans le secteur rural, l'animal est remis à l'officier commandant du secteur qui, après avoir constaté par procès-verbal écrit les dégâts faits par le dit animal, le fait conduire directement sans délai au magistrat communal qui, après avoir rempli les formalités établies en l'article suivant, le fera conduire dans un agent communal opaque de la commune tenue à cet effet, et blablabla, et blablabla. Tous les jours, on croise des cabris dévorant tout sur leur passage. Les cabris circulent sur les terrains de leur environnement, bouffant tout le feuillage et laissant leurs crottes partout. Pour contrer ce fléau, les propriétaires construisent leur clôture avant même de savoir s'il y a assez d'argent pour la maison. Et ça, c'est sans compter les chiens errants. Donc, c'est très clair que théoriquement, c'est beau, et en pratique, nous n'avons pas les moyens de répondre à cette obligation. En santé, c'est exactement la même chose. L'aspect administratif maintenant. Donc, l'aspect légal, on voit quand même, c'est un chaos. L'aspect administratif, il y a effectivement un écart entre la théorie et la pratique, mais il y a une structure quand même bien établie, assez bien. C'est moins pire qu'au niveau légal.
C'est le ministère qui est au-dessus de tout ça. C'est au ministère que, bon, la politique nationale en matière de santé, c'est là qu'on élabore les projets, le contrôle de toute action politique ou privée, mais c'est une gestion très centralisée. Ça, on n'a pas à sortir de là, c'est très centralisé. Et cette gestion-là se fait par un concept territorial. Okay? Même si toutes les décisions se prennent en haut, mais il y a quand même un concept territorial de façon à se rapprocher de la population. Il y a aussi une hiérarchisation dans les services. 4 types d'établissements selon les types de gestion, pour ne pas dire selon la capacité de payer. Alors, on a des établissements publics, on en a des privés sans but lucratif, privés avec but lucratif et des mix. Mix, c'est quand, par exemple, dans un établissement privé sans but lucratif, où le ministère pourrait attribuer un personnel, quelques infirmières ou autres, et rémunérés par l'État. Mais souvent, quand les gens n'ont pas leur salaire et autres, ils s'en vont, donc il n'y a plus d'infirmières. Au niveau dans la hiérarchisation des services, on vise l'efficience. Donc, c'est vraiment donner le bon service au bon endroit et au bon moment. C'est pour éviter la perte de temps et réserver l'expertise des spécialistes pour les vrais besoins. On retrouve 3 niveaux de service. On a le primaire, secondaire et tertiaire. Alors, dans la répartition selon les caractéristiques de base, les styles de formation sanitaire, on a les hôpitaux, on a 13%, on a les centres de santé avec lit, 16%, les centres de santé sans lit, 36%, et les dispensaires, 35%. Mais les statistiques que je vous donne là, c'est vraiment au niveau du pays, pas au niveau de la région du Nord, parce que je n'ai pas pu trouver vraiment les statistiques pour la région. Bon. Alors, la distribution et le fonctionnement dans la région comme telle, là, au niveau de la région Nord, on en a au niveau de l'échelon 1, c'est là où on trouve les dispensaires. OK? Là, on a vraiment les services de base. C'est là où on a la planification familiale, on a la vaccination infantile, tout le service pour les infections sexuellement transmissibles. Et donc, c'est vraiment la prévention qu'on fait là. Il n'y a pas de soins curatifs comme tel. Et c'est ambulatoire. Au niveau de l'échelon 2, ce sont des centres de santé avec ou sans lit. Les centres de santé sans lit, c'est un cran plus élevé que les dispensaires. Ils sont ouverts je pense, le jour, de 5 heures à 7 heures. Ce sont des soins de médecine préventive. Il peut y avoir des accouchements subits quand c'est vraiment urgent, mais il n'y a pas de planification là-bas pour ça. Il n'y a pas de médecin attribué dans ces établissements-là. Pour les endroits avec lit, comme tel, les centres de santé avec lit, là, on retrouve des services d'urgence, la maternité, la pédiatrie, la médecine interne. Mais il n'y a pas de chirurgie. On ne fait pas de chirurgie sur place et on retrouve comme personnel médecins, infirmières, sages-femmes. Le pédiatre arrive vraiment, il est disponible sur demande. Il est ouvert le jour et la nuit et il y a une structure de fonctionnement pour accueillir des situations d'urgence. Excusez-moi, oui, ça va. Alors, dans la distribution de fonctionnement, on a l'échelon 3. Donc, l'échelon 3, là, on trouve les hôpitaux communautaires de référence qui siègent davantage dans les chefs-lieux de l'arrondissement. Dans cette catégorie, on retrouve les hôpitaux. C'est vraiment les hôpitaux. Il y en a un peu partout. OK? Au Cap, il y en a un hôpital à la rue 17K. Il y en a à Plaine du Nord. Il y en a à Balan. Il
on en trouve quand même assez. Il y en a plusieurs petits hôpitaux comme ça qui répondent aux besoins de la clientèle. Donc, c'est tout ce qu'on trouve dans le niveau primaire. OK? Ces hôpitaux-là, les centres de santé avec ou sans lit, les dispensaires et autres. Dans le niveau secondaire, ce sont ici, on se réfère vraiment à l'hôpital départemental qui est l'institution de référence. Ces hôpitaux prennent en charge les cas référés par les institutions de premier et deuxième échelon ou en provenance dans les cliniques de médecins en pratique privée. Et les activités sont davantage curatives. La mission de ces hôpitaux, c'est de recevoir les patients en hospitalisation, de prendre en charge les urgences, de réaliser des soins médicaux qui sont bien élaborés et de procéder à des interventions chirurgicales. Il en existe que 2 dans la région Nord. Dans le département du Nord, on a l'hôpital universitaire Justinien et à Milo, on a l'hôpital de Sacré-Cœur de Milo. Il n'y en a pas plus que ça. Au niveau tertiaire, maintenant, au niveau tertiaire, ce sont vraiment les instituts universitaires et spécialisés de référence nationale. Et c'est public. Le seul hôpital qui correspond à cette définition dans la région Nord est l'hôpital universitaire Justinien, ce qui lui confère la responsabilité de former des professionnels, bien entendu, les professionnels dans le domaine de la santé. Il accueille des étudiants en médecine pour leur internat et leur résidence en spécialisation. La faculté des sciences infirmières Notre-Dame de la Sagesse se trouve dans cet hôpital. L'École nationale de technologie médicale ainsi que l'École d'anesthésiologie sont indiquées aussi comme des responsabilités dans son organigramme. Cependant, les infrastructures défaillantes engendrent des soins de faible qualité et même dangereux dans cet hôpital. Au dire des professionnels, cet hôpital actuellement est sous respiration artificielle, tant par la structure physique de l'hôpital qui se laisse à désirer et que l'incapacité de répondre à la quantité de demandes à cause de la surpopulation dans la région. L'hôpital, par contre, l'hôpital Sacré-Cœur de Milo, c'est un hôpital qui est toujours au niveau secondaire, mais c'est un hôpital qui répond adéquatement aux besoins de sa population. C'est un hôpital privé à but non lucratif et qui est très bien coté dans la région. Il y a d'autres milieux de soins, comme par exemple les cabinets médicaux. C'est des types de gestion uniquement en mode privé, donc ce n'est pas à la portée de tous. Il y a les maisons de lunetterie, s'il y en a un problème. Il y a des professionnels compétents à leur clinique sur place. Cependant, ils peuvent faire le diagnostic, ils peuvent analyser, ils peuvent conseiller, etc., faire des prescriptions, mais la confection même des verres, des lunettes, etc., ne peuvent pas se faire sur place. Il y a une commande. Donc, si vous êtes en voyage et que vous cassez vos lunettes ou bien que vous l'avez perdu, vous allez avoir le service, mais vous risquez d'avoir vos lunettes après la date du séjour. Donc, il faudrait en apporter deux lunettes au lieu de juste une. Les cabinets de dentistes existent, ce n'est pas gratuit non plus. Et ces services sont davantage concentrés en ville. En campagne, on n'en trouve pas. Il y a les institutions paramédicales, j'en ai aussi touché, je n'ai pas développé vraiment, mais avec la recherche que j'ai faite dans le milieu, on constate que les laboratoires de biologie médicale, c'est ce qui est incontournable quand même pour un diagnostic et pour donner un bon traitement. On fait très peu sur place, très peu d'analyses sur place, c'est vraiment baisé. On reçoit, il y a des laboratoires, mais en réalité, les professionnels sur place reçoivent le produit, la matière, et on envoie
cette matière-là à Port-au-Prince, ailleurs, pour l'analyse. Et au retour, là, il n'y a pas de problème, le médecin peut faire son traitement. Par contre, entre la problématique et le résultat du laboratoire, il peut se passer 1, 2 semaines. Donc, si c'est dangereux, si c'est urgent, vous comprenez, il y a un impact négatif au niveau de la santé de la personne. L'hémodialyse, il y en a même à l'hôpital Justinien, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Pour la pharmacie, donc n'en parlons pas, c'est une vente comme on rentre dans un magasin de bonbons, on achète ce qu'on veut et il y a des pharmaciens sur place, il y a des compositions qu'on peut faire, il n'y a pas de problème, mais la grande majorité, c'est un magasin de quincaillerie. Les centres ambulanciers, j'ai rencontré quand même le directeur de ce département qui est très conscient de la problématique et qui, vous allez voir, si vous lisez le livre, qui explique la problématique très, très bien. Et ce que je peux vous dire, c'est que pour avoir une ambulance, il faut payer l'essence. Et donc, quand la personne va venir, il doit quand même passer, faire le plein d'essence avant de venir. Donc, vous comprenez, si c'est urgent, le temps que ça prend, on ne peut pas décider d'avoir des services à l'intérieur de quelques minutes. Donc, ça prend un petit peu de temps. Les centres de transfusion, suivant la culture des Haïtiens, ce n'est pas quelque chose vraiment qui est prisé. C'est très rare que les gens vont donner leur sang. Donc, pour pallier à ce problème, alors la Croix-Rouge a une approche pour obliger les gens à donner du sang. Ce qu'ils font, chaque personne qui aurait besoin d'une transfusion est obligée d'amener 4 personnes pour donner du sang. On ne prend pas exactement le sang que la personne qui vient donner le sang. On vous donne le sang dont vous avez besoin, mais au moins, on va avoir 4 personnes qui acceptent de contribuer dans leur banque de sang. Et c'est à la famille de venir avec son thermos, la glace, de faire tout le parcours, de trouver les gens pour la transfusion, de prendre le sang et de retourner à l'hôpital avec. Et c'est pas facile. L'imagerie médicale, c'est à peu près la même chose que pour les laboratoires. Les professionnels sont sur place. Toute la compétence est là, mais la technologie fait défaut. Pour les services psychosociaux, en principe, la définition de la santé par l'Organisation mondiale de la santé décrit la santé, c'est un état complet de bien-être physique, mental et social. Il ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. Donc, la santé concerne la qualité de vie physique, mentale et sociale des individus et est déterminée en particulier par les dimensions psychologiques, sociétales et culturelles. Donc, ça veut dire que le gouvernement devrait aussi prendre en compte toute l'humeur, les problèmes psychosociaux de sa population. Je peux vous dire que d'après ma recherche, la place accordée aux services psychosociaux est négligeable en Haïti. Et dans la région nord, ces services sont presque inexistants. J'ai rencontré 2 à 3 médecins avec qui j'en ai parlé. Ils me disent quand ils rencontrent dans leur cabinet les personnes, quand ils commencent à dire, écoutez, docteur, mon corps crasé qui veut dire manque d'énergie perpétuelle, ou tête chargée pour exprimer leur préoccupation intense à un problème, ou pour leur insomnie, ils vont dire jamais dodo. Donc, devant cet état d'âme, ou manque d'appétit en disant bouge pas d'eau. Donc, le médecin, en principe, devrait référer son patient à un travailleur social pour mettre de l'ordre dans sa vie, pour comprendre qu'est-ce qui se passe avant même de prescrire un médicament pour l'insomnie ou un médicament pour stimuler l'appétit, etc. Donc, on fonctionne, on va directement au traitement pharmacologique parce qu'il n'y a pas vraiment des professionnels. Ces professionnels-là ne sont pas intégrés
dans la structure publique du gouvernement. Il y a tous les soins de santé et parallèles, la médecine naturelle. J'ai constaté qu'il y en avait 2 cliniques dans la région de professionnels diplômés à l'extérieur qui pratiquent la médecine naturelle. Encore là, ce n'est pas gratuit et ça vise vraiment un public aisé. Mais ça existe, si on en a besoin. Parallèlement à ça, pour les personnes moins nanties, il y a ce qu'on appelle les docteurs feuilles. Ce n'est pas la même approche, mais c'est des gens qui ont quand même une compétence sur l'effet thérapeutique de telle feuille ou autre. On a aussi la médecine traditionnelle. Suivant la littérature, suivant ma revue de littérature, j'ai appris que 60% de la population dépend de la médecine traditionnelle. Donc, ils vont voir leur boko, ils vont voir les ougans, etc., qui répondent bon an, mal an à leurs besoins. La médecine spirituelle aussi est utilisée là-bas. C'est donc les prêtres, les pasteurs jouent un rôle important, surtout dans l'aspect psychosocial. Ils prennent en charge les gens quand il y a comme des problèmes au niveau de la famille, quand il y a des problèmes de couple, quand la personne est complètement déprimée et autres. Les prêtres et les pasteurs jouent quand même un rôle assez important à ce niveau-là. Pour la compréhension du comportement de la population face à cet état lamentable du système de santé, j'ai fait une enquête. Je visais 300 personnes dans mon enquête pour voir comment ils se font traiter et c'est quoi leur aspiration, c'est quoi leur satisfaction au niveau du traitement quand ils sont malades, c'est quoi leur parcours, etc. Bon, malheureusement, encore une fois, rien n'est gratuit en Haïti. Les gens que je vais interviewer, c'est des gens qui demandent à être payés. Ils veulent payer, rien n'est gratuit, ils veulent être payés. Donc, j'ai diminué quand même mes attentes. J'ai fini par interviewer 50 personnes, donc à peu près 4 à 5 personnes par catégorie. Dans ce groupe de personnes-là, j'avais mes catégories, la bourgeoisie, la classe moyenne élevée, la classe moyenne faible, la classe ouvrière, les moins nantis. J'ai fait une différence entre la classe ouvrière et les moins nantis parce que les moins nantis sont encore plus pauvres que la classe ouvrière et les visiteurs. Quand quelqu'un est en visite, il tombe malade, comment ça marche? J'ai choisi aussi d'avoir des personnes qui habitent en ville, en campagne, en milieu très éloigné, pour comprendre ce qui se passe, et ainsi que les problématiques. J'ai voulu avoir des problématiques simples, des problématiques complexes et les urgences. Alors, c'est tout un chapitre que j'ai développé à ce niveau-là. L'enquête est faite avec les résultats. En résumé, ce que je peux vous dire, c'est que qu'on soit riche, millionnaire, milliardaire ou qu'on soit pauvre avec 2 $ par jour de revenus, quand il y a une situation d'urgence, qu'on a une crise cardiaque, le résultat est pareil. On passe à l'au-delà. Le problème est que même si on veut faire venir un avion rapidement pour un transport pour aller à l'extérieur, si ta crise cardiaque, tu l'as à 7 heures du soir, t'es faite parce que il n'y a pas, la piste à l'aéroport n'est pas éclairée le soir. Donc, c'est assez intéressant de voir tout le parcours des gens, combien ils dépensent dans tout dans ce brouhaha quand ils sont malades. Si tout l'argent qu'on prend pour se faire soigner à l'extérieur et qu'on le mettait pour améliorer la santé en Haïti, les gens auraient quand même un service adéquat parce qu'ils dépensent quand même pour leur argent. Donc, c'est bien défini dans ce chapitre. Alors là, on va passer à la troisième partie, qui est la partie économique. J'espère que la partie la santé vous donne assez d'éléments. Ce que j'ai oublié de dire, c'est que je n'ai pas fait l'évaluation de la compétence ni de la qualité du travail.
la compétence des professionnels, la qualité du travail. Je me suis volontairement attardée sur la structure, sur l'organisation. Alors, la partie économique. Le portrait économique vise vraiment le milieu et non le pays comme tel. C'est très clair. J'ai présenté la partie économique à travers le récit de voyage d'un couple de diaspora accompagné de ses deux enfants. Alors, c'est un couple dont le mari est un Capois et la femme vient de Fort-Liberté. Les enfants, c'est une adolescente et un préado. Et le père, je le décris comme un homme très structuré, rigide et qui fait tout le récit de son voyage en expliquant à ses enfants ce qui existe, OK, et surtout le parcours. Du début du voyage de l'avion jusqu'à leur départ. Et donc, je touche tous les points, tant au niveau géographique, démographique, sanitaire, environnemental que culturel. Je fais ressortir tout l'aspect économique à travers le récit du couple. Le contexte économique actuel d'Haïti est fascinant. Je l'ai décrit à plusieurs niveaux, tant ce qui se passe au niveau économique que l'aspect sociologique. L'aspect sociologique, c'est la partie la plus positive que j'ai rencontrée en Haïti et que je trouve qui est fascinante. Dans tout ce qu'on voit dans la revue de littérature, on parle de déséquilibre entre les riches et les pauvres, ce qui est marquant. Je ne dis pas non, mais il y a quand même des nuances. On décrit les riches comme presque une sangsue qui suce le sang des pauvres pour sauvegarder leur ascension. C'est ce qu'on voit dans les récits, dans les discours et autres. Par contre, moi, suivant une analyse sociologique de la situation que je fais, ces données sans nuance en ce qui a trait à la région du Nord passent souvent à côté de la réalité. Ma propre vision de la région Nord, n'oubliez pas que la région Nord, comparativement à Haïti, il y a une sous-culture. Dans cette région, la cohabitation des différentes couches sociales fait en sorte qu'on développe une intimité. Il y a une entraide entre les riches et les pauvres. Ça veut dire les mieux nantis et les moins nantis. Dans ce qu'on lit, on va voir que 80% des Haïtiens ont 2,41 $ par jour comme revenu. 80%. Ils n'ont que 2,41 $ par jour. Dans le même document, on va lire 67% des élèves en Haïti fréquentent des écoles privées. Ils viennent d'où? Comment on fait avec 2,41 $ par jour pour mettre son enfant à l'école privée? Donc, c'est certain que les 67% des enfants ne se trouvent pas dans les 20% les mieux nantis. Donc, il y a l'analyse qui est faite par la Banque mondiale, par les grands économistes, etc., passe à côté d'une réalité qui se trouve dans l'aspect sociologique même du milieu. Ce que je constate, c'est qu'il y a, comme partout ailleurs, dans toute société, par exemple, au Québec, il y a ce qu'on appelle l'aide sociale. Donc, il y a un minimum de revenus que les gens qui sont les plus pauvres, que les gens reçoivent un chèque d'aide sociale pour répondre aux besoins primaires. Aux États-Unis, c'est ce qu'on appelle le welfare. En Haïti,
ce chèque qui n'est pas structuré, ce chèque qui ne provient pas du gouvernement est assumé par les mieux nantis. Parce que, suivant ce que j'observe, quelqu'un qui habite dans un quartier, sa femme qui accouche a besoin de 400 $ pour accoucher, c'est son voisin qui va le donner. Il a besoin de 3 000 $ parce que c'est une césarienne, c'est un ami, c'est la voisine, c'est l'ami d'un ami qui va contribuer pour payer tout ça. Dans des cas de mortalité, c'est l'environnement qui le paye. Dans des cas, quand l'école commence, dès qu'on a l'ouverture d'école, ce sont les patrons qui collaborent. Donc, il y a une prise en charge de cette clientèle-là. On est capable de calculer l'argent envoyé par la diaspora aux gens d'Haïti, mais il n'y a pas de moyen pour calculer l'apport financier des personnes à l'intérieur d'Haïti. C'est bien malheureux, mais ça existe. Cependant, ce que je constate, suivant mon analyse, si c'est mieux nanti, si tout le monde en Haïti payait leurs taxes, payait leurs impôts et que tout se faisait dans les règles, peut-être que le chèque qu'on appelle welfare, qu'on appelle aide sociale, peut-être que ces gens-là auraient reçu un chèque et ils n'auraient pas besoin de donner régulièrement aux personnes dans leur environnement pour les aider. Ce serait intéressant que quelqu'un de la Banque mondiale ou des grands économistes analyse l'apport entre les moins nantis et les riches pour voir comment ça fonctionne dans cet aspect-là. C'est quand même à voir, c'est à évaluer. Actuellement, le contexte économique dans la région est vraiment en effervescence. Le Nord n'est pas un territoire défriché. Elle possède bien des atouts. Et les atouts qu'on a, on peut les citer rapidement. On a le parc industriel de Caracol qui crée des emplois permanents. On a l'aéroport international. On a un port au Cap-Haïtien avec transport, import-export. On a l'université Henri-Christophe à Limonade pouvant accueillir 10 000 étudiants. On a toute la splendeur naturelle de la région à exploiter pour le développement touristique. Il y a l'attrait culturel des patrimoines historiques et toute l'amorce de la modernisation de l'agriculture qu'on trouve, la remise en état des routes, le centre de tri de stockage des déchets qui est en voie de réalisation. Donc, il y a quand même des choses qui existent, qui pourraient, c'est une base qui pourrait amener quand même un développement rapidement si tout le monde se met la main à la pâte. En plus de ça, il y a le plan de développement du Nord et Nord-Est. C'est le plan où je pensais avoir les services de santé que je n'ai pas vus là. Donc, ce sont les 20 plans dont je parlais au début pour le développement de la région. Et ces plans-là, ce n'est pas les moyens financiers qui manquent. Ce ne sont pas des vœux pieux. L'argent est sur la table. Les moyens financiers pour mettre ces projets à exécution existent. Donc, j'ai pris quelques exemples pour vous montrer. Donc, on a quand même, pour le tourisme, on a 40 millions. Il y a quand même pas mal d'argent qui existe. Vous voyez la liste, regardez, plusieurs millions sont sur la table. Le temps me manque, donc je passe assez vite. Donc, et en plus de ça, dans le milieu, il y a un dynamisme chez les acteurs en place. Malgré les troubles sociopolitiques qui sévissent en Haïti, l'enthousiasme des nordistes et face à l'avenir est presque contagieux. Des hommes et des femmes vaillants, les gens qui sont très actifs de la région, s'organisent pour assurer le suivi. Ils sont bien structurés et on retrouve quand même plusieurs organismes qui
qui vise vraiment un aller mieux pour la région. Là-dedans, on peut citer la Chambre de commerce, d'industrie et des professionnels du Nord, et la même chose, la Chambre de commerce pour le Nord-Est. On a l'organisation de gestion de la destination Nord d'Haïti, qui est fondée depuis 2013, en vue des accords cadres signés par les ministres du Tourisme et de la Culture. On a aussi le projet d'appui au développement touristique du Nord. Okay? C'est quand même cofinancé par la BID et ceci. Il y a le PASM, qui est le projet préservation du patrimoine et appui au secteur touristique, qui a pour objectif de contribuer au développement exclusif du nord d'Haïti en mettant l'accent sur les sites culturels. Et le petit dernier qu'on a, c'est le SAM, qui est une société anonyme mixte. Et là-dessus, c'est quand même les chambres de commerce et les mairies de la région qui travaillent, qui se mettent ensemble quand même pour continuer à regarder comment faire avancer tout l'aspect de développement économique du milieu. Les acteurs du milieu sont en mode de solution. Ils visent large, à long terme, d'où on veut aller et qui peut nous y accompagner. Ils sollicitent l'apport de leurs compatriotes à l'extérieur du pays en les invitant à contribuer au développement. Donc, main en pile, charge pas l'eau. Donc, ensemble, le fardeau est moins lourd. Donc, c'est l'occasion de mettre vraiment la main à la pâte par la diaspora. Alors, c'est tout ce qu'on trouve dans mon livre. Alors, j'explique tout ça en long et en large et en détail dans 232 pages. Et en conclusion, ce que je peux vous dire, c'est vraiment, espérons que le contenu de ce livre aura touché les cordes sensibles des nordistes, des amis des nordistes et des amis des gens du Nord. Nous souhaitons vraiment que les acteurs impliqués dans le plan d'aménagement nord-nord-est soient inspirés et accordent plus d'importance à l'amélioration du système socio-sanitaire du pays, en ajoutant peut-être un 21e projet qui serait comme la santé. Nous espérons que les données contenues dans cet ouvrage offrent assez d'éléments pour mobiliser les nordistes et nous faire prendre conscience des défis à relever sur le plan de la santé. Nous sommes tous concernés et nous pouvons tous contribuer à protéger et à améliorer la santé de la population. Enfin, je vous dis, cessons de nous comporter en victimes, nous plaignant de tout ce qui ne va pas, critiquant les soins et services existants ou inexistants, mettons-nous en mode action et impliquons-nous dans les activités positives pour apporter l'amélioration désirée. Moi, j'ai fait ma part en écrivant ce livre. La réussite dépend de notre union, de notre façon de fonctionner. Et en dernier recours, je vous dis merci beaucoup.